J'ai préparé ma valise, tellement heureuse d'être enfin voulue par ma famille. Mais après 1 heure d'attente à l'aéroport, j'ai découvert qu'elles avaient commencé la fête sans même penser à moi. Ce jour-là, je n'ai pas seulement quitté le terminal, j'ai cessé de les attendre pour toujours. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Solange. J'ai 68 ans et je vis seule à Avignon, dans cette maison que mon cher mari, Louis, et moi avons achetée il y a plus de 40 ans. Chaque recoin est une archive de notre vie commune. Les murs sont imprégnés de l'odeur des livres anciens, du parfum lointain de lavande de mon jardin, parfois, quand le silence devient trop lourd, du fantôme de l'odeur de pipe de Louis. Depuis son départ, il y a 5 ans, mes journées s'écoulent au rythme lent et prévisible du soleil sur les pierres du Palais des Papes. Ce n'est pas une vie malheureuse, non. C'est une vie digne, ordonnée, mais la solitude, même lorsqu'elle est apprivoisée, finit par peser sur le cœur. Puis, un mardi de début décembre, le téléphone a sonné, brisant la quiétude de l'après-midi. C'était Chloé, ma fille unique. Sa voix, habituellement si pressée, si parisienne, était soudainement douce, presque mielleuse. Un ton que je ne lui connaissais que lorsqu'elle voulait quelque chose, mais mon cœur de mère, cet incorrigible optimiste, a choisi de l'ignorer. « Maman ? Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien, ma chérie. »« Et toi ? Les enfants ? » ?»« On court, tu sais ce que c'est. »« Écoute, maman, je t'appelle pour Noël. On s'est dit avec Adrien, ce serait tellement bien si tu venais cette année. » J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine, une sensation que je croyais oublier. Les invitations de Chloé étaient devenues rares, souvent formulées à la dernière minute comme une obligation sociale. « Oh ! C'est très gentil, ma puce, mais vous allez être si occupée. »« Pas du tout. » Sa voix a pris une intonation presque suppliante. « Maman, il faut absolument que tu viennes. Noël ne serait pas pareil sans toi. Et puis, les enfants réclament leur grand-mère. Léo m'a encore demandé l'autre jour quand est-ce qu'on verrait mamie Solange. Les enfants. Léo, 16 ans, et Manon, 14 ans. Mes petits-enfants que je voyais plus souvent sur des photos que dans mes bras. L'argument a fait mouche. Mon cœur a capitulé sans condition. L'idée que mes petits-enfants, ces adolescents parisiens absorbés par leurs écrans et leur vie trépidante, pensent encore à leur vieille grand-mère provençale, c'était tout ce que je désirais entendre. Eh bien, si je ne dérange pas. Tu ne déranges jamais, maman. C'est décidé, alors. On t'attend pour le réveillon du 24. Reste quelques jours. La conversation s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Je suis restée assise, la main sur le combiné, le cœur battant la chamade. J'étais désirée. Voulue. Pas seulement utile, mais essentielle. La nuance était immense. Sans même prendre le temps de réfléchir, je me suis connectée à Internet et j'ai acheté mon billet de TGV. Première classe. Une petite folie, mais je voulais arriver fraîche et reposée. Je voulais être la grand-mère élégante et rayonnante qu'il serait fier de présenter. Les jours suivants furent une tornade d'activités joyeuses. J'ai sorti mes plus belles tenues de l'armoire, les aérées, repassées. J'ai passé une journée entière en ville, à courir les boutiques chics de la rue Saint-Agricole. Pour Chloé, j'ai trouvé un parfum de niche, une fragrance rare qu'elle ne trouverait pas partout. Pour Adrien, son mari, une bouteille de whisky japonais vieilli, un signe de raffinement qu'il apprécierait sûrement. Pour Léo, le dernier jeu vidéo dont tous ses amis parlaient, et pour Manon, un casque audio sans fil d'une marque très tendance. J'ai dépensé sans compter, puisant dans mes économies avec un sentiment de justification euphorique. C'était pour ma famille. Et puis, il y a eu le cadeau pour moi. Dans une petite boutique, j'ai craqué pour une magnifique écharpe en cachemire, d'un bleu profond comme le ciel d'hiver. En l'enroulant autour de mon cou, je me suis sentie belle, digne de ce Noël parisien qui s'annonçait magique. J'ai préparé ma valise 3 jours à l'avance, y plaçant les cadeaux emballés avec un soin infini, mes robes, et même une boîte de calisson d'Aix, une petite touche de Provence au milieu du faste parisien. J'étais prête.
Mon cœur était prêt. J'allais enfin retrouver ma place, au centre de ma famille, pour la plus belle fête de l'année. Le matin du 24 décembre, la gare d'Avignon TGV bourdonnait d'une énergie fébrile. Des familles tiraient des valises débordantes, des étudiants rentraient chez eux, des couples s'embrassaient sur le quai. Je me sentais faire partie de ce grand ballet humain, moi aussi j'allais quelque part où l'on m'attendait. Installé dans mon siège confortable en première classe, je regardais le paysage provençal défiler, les cyprès laissant place aux plaines grises de l'hiver. Le train filait vers le nord, et avec lui, tous mes espoirs. J'ai relu les quelques messages que Chloé m'avait envoyés depuis notre appel. Des réponses courtes, presque laconiques. Super maman, hâte de te voir. On se retrouve au point info arrivée principale. Bisous. Pas de chaleur particulière, mais je mettais cela sur le compte des préparatifs de dernière minute. Recevoir toute la famille, c'est une organisation, je le savais mieux que personne. J'imaginais Chloé courant partout dans son grand appartement haussmannien, donnant des ordres à Adrien, s'assurant que chaque détail soit parfait. Et j'étais l'un de ces détails. Le plus important, m'étais-je convaincu. Le train est entré en gare de Lyon avec une ponctualité rassurante. À peine descendu sur le quai, j'ai été happé par le tourbillon parisien. Le bruit, la foule dense, l'odeur métallique du métro mêlée à celle des marrons chauds vendus à la sauvette. Un contraste brutal avec le silence de ma maison à Avignon. J'ai tiré ma valise, traversé le hall immense et me suis posté, comme convenu, près du grand panneau d'information, bien en vue. Et j'ai attendu. Les premières minutes étaient remplies d'une anticipation joyeuse. Je scrutais la foule, cherchant le visage de ma fille, le sourire de mes petits-enfants. 10 minutes passèrent. 20. Mon sourire commençait à se figer. Je sortis mon téléphone. Pas de message. J'envoyai un texto court, bien arrivé. Je suis au point de rendez-vous. Bisous. 30 minutes. 45. L'agitation autour de moi était un spectacle de retrouvailles heureuses. Des cris de joie, des étreintes passionnées, des enfants courant dans les bras de leurs grands-parents. Et moi, immobile, comme une statue au milieu du courant. L'anxiété a commencé à poindre, une petite aiguille froide dans ma poitrine. J'ai tenté de me raisonner. Les embouteillages à Paris un 24 décembre, ça devait être terrible. Ils étaient sûrement coincés dans la voiture. 1 heure. J'ai décidé d'appeler. Je suis tombé directement sur la messagerie de Chloé. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Chloé Duval? Sa voix professionnelle, enregistrée. J'ai essayé Adrien. Même résultat. Le doute n'était plus une petite aiguille, mais une lame qui commençait à s'enfoncer. J'ai laissé un message vocal, essayant de garder une voix légère. Coucou ma chérie, c'est maman. J'espère que tout va bien. Je vous attends à la gare. Rappelez-moi. Je refusais de m'asseoir sur l'un des bancs. S'asseoir, c'était admettre. C'était prendre la posture d'une femme qu'on a oubliée. Alors je suis resté debout, mon écharpe en cachemire bien arrangée, ma valise à mes pieds, essayant de projeter une image de patience et non d'abandon. 1 heure et demie. Le flux des arrivées s'était tari. Le hall se vidait peu à peu. Mon optimisme s'érodait à chaque minute qui passait. J'ai commencé à avoir froid, malgré mon manteau. Un froid qui venait de l'intérieur. J'ai renvoyé un message, je m'inquiète. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi juste que tout va bien. Silence. Le silence assourdissant de mon téléphone était devenu une torture. 2 heures. La gare était maintenant presque déserte. Les derniers voyageurs pressés se hâtaient vers les métros. Les employés de la SNCF commençaient à passer le balai. J'étais une anomalie, une vieille dame avec sa valise, seule sous les lumières crues du hall. L'humiliation a commencé à remplacer l'inquiétude. J'avais l'impression que tous les regards se posaient sur moi, devinant mon histoire, ma solitude. J'étais la grand-mère que personne n'était venu chercher. 2 heures et quart s'étaient écoulées. Chaque minute était une petite mort. J'étais sur le point de céder, de m'asseoir enfin et de laisser les larmes que je retenais couler, quand mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un sursaut d'espoir m'a traversé,
si violent qu'il en était douloureux. Enfin. Ils allaient m'expliquer, s'excuser. Un accident, une urgence, quelque chose de grave mais de compréhensible. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. Ce n'était pas un appel. Ni même un message. C'était une notification d'un réseau social, celui avec les photos, celui que Chloé utilisait pour mettre en scène sa vie parfaite. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais pour une autre raison. Parfois, elle postait des nouvelles là avant de penser à m'appeler. C'était sa façon de communiquer avec le monde. J'ai ouvert l'application. Mon souffle s'est coupé. La première publication dans mon fil d'actualité, postée il y a à peine 15 minutes, était une photo de Chloé. Une photo éclatante, professionnelle, presque trop parfaite. Elle était là, au centre de l'image, magnifique dans une robe de velours rouge, une coupe de champagne à la main. Adrien était à ses côtés, souriant, le bras autour de sa taille. Léo et Manon les encadraient, beaux et souriants, visiblement un peu mal à l'aise dans leur tenue de fête mais jouant le jeu. Ils trinquaient avec un autre couple, des gens que je ne connaissais pas, beaux, blonds, l'air riche et satisfait. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était l'arrière-plan. Ils n'étaient pas dans leur appartement. C'était un salon encore plus grand, plus luxueux, avec des moulures dorées et un lustre en cristal. Derrière eux, un immense sapin de Noël scintillait de mille feux, croulant sous les décorations argentées et blanches. Et devant eux, une table de réveillon était dressée. Somptueusement dressée. Des verres en cristal, des assiettes en porcelaine fine, des chandeliers allumés. Et la table était pleine. Chaque chaise était occupée. J'ai zoomé sur la photo, mes doigts glacés glissant sur l'écran. Mon cerveau refusait de comprendre. Je cherchais un détail qui prouverait que je me trompais. Une date erronée, un commentaire qui expliquerait tout. Mais il n'y avait rien. Juste la légende, écrite par ma fille, en lettres blanches sur fond noir. Un réveillon de Noël magique en famille et entre amis. Tellement reconnaissant pour ces moments précieux. Amis. Valérie et Marc, je me suis souvenu de leurs noms, mentionnés une fois ou deux. Les amis avec qui ils partaient en vacances au Cap Ferret. La photo n'avait pas été prise chez eux, mais chez ses amis. Ils passaient le réveillon là-bas. Et moi? Où étais-je dans ce tableau? Nulle part. Il n'y avait pas de place pour moi à cette table. Il n'y en avait jamais eu. L'invitation, on te veut absolument, les enfants te réclament, tout était un mensonge. Un mensonge cruel et désinvolte. Pourquoi? M'avait-il invité en pensant que je refuserais, pour se donner bonne conscience? Avait-il simplement oublié? Oublié qu'ils avaient demandé à leur mère de traverser la France pour une fête à laquelle elle n'était pas conviée? La nausée m'a submergée. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une violence physique, un coup de poing en plein estomac qui me coupait le souffle. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient une réaction trop chaude, trop humaine pour le froid polaire qui venait de m'envahir. J'ai regardé mon propre reflet dans l'écran noir du téléphone. Le visage d'une femme de 68 ans, avec son écharpe en cachemire neuve, ses yeux fatigués et son expression hébétée. Une idiote. Une vieille idiote qui avait cru, encore une fois, aux belles paroles de sa fille. J'ai éteint le téléphone. Lentement, méthodiquement, j'ai enfilé mes gants. J'ai attrapé la poignée de ma valise. Et j'ai commencé à marcher. Pas vers le métro, pas vers les taxis. Juste tout droit, pour quitter cette gare qui était devenue la scène de mon humiliation la plus profonde. Je marchais. C'était la seule chose que mon corps savait encore faire. Mettre un pied devant l'autre sur le trottoir glacé de Paris. Ma valise roulait derrière moi, un bruit de plastique régulier et solitaire qui rythmait ma fuite. Les lumières de Noël des grands boulevards, qui m'avaient semblé si prometteuses quelques heures plus tôt, me paraissaient maintenant agressives, presque moqueuses. Chaque vitrine décorée, chaque éclat de rire provenant d'un café, était une insulte à ma solitude. Je me sentais complètement invisible. Une vieille femme tirant une valise la veille de Noël, personne ne la remarque. Je n'avais pas de but. Je savais juste que je ne pouvais pas rester dans cette gare, ni même dans ce quartier trop animé. Je me suis engagée dans une rue plus petite, plus sombre, loin de l'agitation.
Le froid mordait mes joues, mais je le sentais à peine. Le gel qui s'était emparé de mon cœur était bien plus intense. Au détour d'une ruelle pavée, j'ai aperçu une enseigne discrète, presque effacée par le temps, chez Isabelle. C'était un petit bistrot de quartier, un de ceux qui semblent avoir traversé les décennies sans changer. De la buée couvrait les vitres, laissant deviner une chaleur bienvenue à l'intérieur. Une lumière douce et ambrée filtrait à travers. Sans réfléchir, mes pieds m'ont porté vers la porte. Une petite cloche a tinté lorsque je suis entré. L'endroit était simple, authentique. Des tables en bois, des banquettes en moleskine rouge, un comptoir en zinc. L'air sentait la soupe à l'oignon et le vin chaud, des odeurs d'enfance, des odeurs de réconfort. Il n'y avait que quelques clients, 2 ouvriers en bleu de travail terminant leur journée, un vieil homme lisant le journal, un jeune couple se tenant la main. Derrière le comptoir, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux relevés en un chignon un peu lâche, essuyait des verres. C'était Isabelle, sans aucun doute. Elle a levé les yeux vers moi, et son sourire n'était pas commercial. Il était fatigué, mais sincère. « Bonsoir madame. Vous cherchez une table ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a désigné une petite table pour 2 dans un coin tranquille. « Installez-vous. Je vous apporte la carte. » Je me suis assise, posant ma valise à côté de moi comme un chien fidèle. J'ai enlevé mes gants, mon écharpe en cachemire que je ne supportais plus de sentir contre ma peau, et mon manteau. Isabelle est revenue avec une ardoise. Ce soir, c'est simple. Soupe à l'oignon gratiné, bœuf bourguignon, ou une planche de fromage. Une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. Ma voix était un murmure rauque. Et un petit verre de rouge avec ça, pour vous réchauffer, a-t-elle suggéré avec douceur. J'ai acquiescé. Elle est partie sans poser plus de questions, sans me dévisager avec cette pitié que je redoutais. Elle m'a juste traitée comme une cliente ordinaire. La soupe est arrivée, fumante, dans un bol en grès, le fromage doré et bouillonnant. J'ai pris une cuillère. La chaleur a brûlé ma langue, mais c'était une douleur bienvenue, une douleur physique qui me distrayait de l'autre. J'ai mangé lentement, chaque cuillerée me ramenant un peu à la vie. C'était le repas le plus simple et le plus profondément réconfortant que j'avais mangé depuis des années. Parce que pour la première fois, je ne l'avais pas préparé pour quelqu'un d'autre. Je ne l'analysais pas. Je me nourrissais, tout simplement. Alors que je terminais mon vin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas errer toute la nuit. J'avais besoin d'un refuge. J'ai discrètement activé mon téléphone, non pas pour regarder les réseaux sociaux, mais pour une action délibérée, j'ai désactivé la localisation. C'était un petit geste, mais il était lourd de sens. C'était le premier acte conscient de ma nouvelle indépendance. Je coupais le fil. Quand Isabelle est venue débarrasser, j'ai osé lui demander « Excusez-moi, y aurait-il un petit hôtel simple et propre dans le quartier ?» Elle m'a regardé avec ses yeux vifs et a semblé comprendre bien plus que ce que je disais. « Oui, bien sûr. L'hôtel du commerce, à 2 rues d'ici. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est tenu par des gens bien. Dites que vous venez de ma part. » Puis elle a ajouté, plus bas, « Paris peut être une ville bien seule, même à Noël. Prenez soin de vous, madame. » J'ai payé, laissant un pourboire bien plus généreux que nécessaire. Ce n'était pas pour le service, c'était pour sa dignité, pour la façon dont elle m'avait rendu un peu de la mienne. En sortant du bistrot, l'air froid m'a semblé moins hostile. J'avais un plan. Un tout petit plan, mais c'était le mien. Trouver cet hôtel. Passer la nuit. Et demain je verrai. L'hôtel du commerce était exactement comme Isabelle l'avait décrit. Discret, un peu vieillot, mais avec une atmosphère de propreté et de tranquillité. Le réceptionniste, un jeune homme nommé Karim, m'a accueilli avec une courtoisie professionnelle, sans poser de questions sur ma valise ou mon arrivée tardive la veille de Noël. J'ai payé la chambre en liquide pour une nuit. Une autre petite étape vers l'anonymat, vers la rupture. La chambre était petite, au dernier étage, avec une vue sur les toits de Paris. Le mobilier était simple, un lit, une petite table, une chaise. Le papier peint à fleurs était démodé, mais tout était impeccablement propre. J'ai fermé la porte à clé,
et le silence de la pièce m'a enveloppé comme un linceul. J'ai posé ma valise sans l'ouvrir et je me suis assise sur le bord du lit. L'adrénaline de la fuite retombait, laissant place à un vide immense. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais posé sur la table de chevet, s'est mis à vibrer. Puis à vibrer encore, et encore, frénétiquement. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. L'inquiétude, la vraie, n'est pas si insistante. C'était la panique de celui qui se rend compte que son plan a mal tourné. Poussé par une curiosité morbide, j'ai regardé l'écran. 10 appels manqués de Chloé. 5 d'Adrien. Et une avalanche de messages. Le premier, maman, on t'attend. Tu es en retard? Envoyé à 18h30, le deuxième, maman? Réponds. On commence à s'inquiéter. Envoyé à 19h, puis le ton changeait. Mais où es-tu passé? C'est pas drôle. Appelle-moi immédiatement. On est mort d'inquiétude. Pourquoi tu ne réponds pas? On va appeler la police. Aucun mot d'excuse. Aucune mention de la fête chez ses amis. Juste de l'inquiétude feinte, qui laissait de plus en plus percer l'agacement. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets pour eux. Inquiets des complications, des questions qu'ils devraient peut-être affronter. La lecture de ces messages a agi comme un détonateur dans ma mémoire. Soudain, ce n'était plus seulement l'histoire de ce Noël raté. C'était l'histoire de ma vie. Une cascade de souvenirs, précis et douloureux, a déferlé dans mon esprit. Je me suis revue, il y a 10 ans, signant les papiers pour me porter garante de leur prêt immobilier pour cet appartement haussmannien qu'ils ne pouvaient pas se permettre. C'est juste une formalité, maman, pour rassurer la banque. Je me suis revue, il y a 5 ans, faisant un virement de 20 000 € pour aider Chloé à lancer sa start-up, une agence de communication événementielle. C'est l'investissement d'une vie, maman. Je te rembourserai au centuple. Je n'ai jamais revu un centime. Je me suis revue payant les frais de scolarité de l'école privée bilingue de Léo et Manon. C'est pour leur avenir, maman. On ne peut pas leur refuser ça. Je me suis souvenue de mon 65e anniversaire. Ils avaient oublié de m'appeler. Chloé m'avait envoyé un message le lendemain. Oups, désolée maman, journée de folie. Gros bisous. Je me suis souvenue de toutes les fois où j'avais proposé de venir à Paris pour garder les enfants pendant leurs vacances, et où ils avaient décliné, préférant payer une baby-sitter. C'est plus simple, maman, tu comprends. Chaque souvenir était une pièce du puzzle. Et ce soir, le puzzle était complet. L'image qu'il formait était d'une clarté insoutenable. Je n'étais pas une mère. J'étais une banque. Un filet de sécurité. Une solution de secours qu'on active en cas de besoin et qu'on range dans un placard le reste du temps. Ma générosité, ma disponibilité, mon amour inconditionnel n'avaient pas été reçus comme des cadeaux, mais comme un dû. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti le petit carnet que j'utilise pour mes listes de courses. J'ai tourné une page vierge. Avec le stylo de l'hôtel, d'une écriture tremblante mais ferme, j'ai écrit une seule phrase. Je ne suis pas une option. Je suis le point de départ. J'ai regardé ces mots. Je les ai relus. Puis je les ai soulignés. 2 fois. Une vague de froid, une lucidité presque terrifiante, a balayé la colère et le chagrin. Ce n'était plus le temps des larmes. C'était le temps de la décision. Ma vie entière de sacrifices silencieux venait de s'achever dans cette chambre d'hôtel anonyme. Et une autre vie, la mienne, allait commencer. Le matin du 25 décembre s'est levé sur un Paris silencieux et gris. J'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, et pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée sans ce poids familier de l'attente. L'attente d'un appel, d'un signe, d'une miette d'attention. Le téléphone sur la table de chevet était resté silencieux toute la nuit, et cette absence de sonnerie était la plus douce des musiques. Je ne me suis pas apitoyée sur mon sort. Il n'y avait pas de place pour ça. Au lieu de me morfondre sur ce Noël solitaire, j'ai pris une douche chaude, j'ai enfilé une des robes que j'avais apportées pour la fête qui n'a jamais eu lieu, et je me suis maquillée avec soin. Ce n'était pas pour les autres. C'était pour moi. Un acte de respect envers la femme que je voyais dans le miroir, une femme qui avait enduré assez de manque de respect. Puis,
Assise à la petite table près de la fenêtre, j'ai pris une décision. J'allais appeler ma nièce, Camille. Camille était la fille de ma sœur cadette, décédée trop jeune. C'était une artiste, une âme libre qui vivait à Lyon, et notre lien, bien que distant géographiquement, était tissé d'une affection sincère et sans calcul. J'ai composé son numéro, le cœur un peu serré. Je n'étais pas en train d'appeler à l'aide dans un moment de panique. J'appelais pour nouer une alliance. Ma tante Solange. Joyeux Noël. Je ne m'attendais pas à ton appel, tu dois être en pleine fête de famille à Paris. Sa voix joyeuse m'a pincé le cœur, mais j'ai gardé mon calme. Joyeux Noël, ma chérie. Eh bien, pas exactement. La fête se fait sans moi. Et je lui ai tout raconté. Sans phare, sans plainte, d'une voix factuelle et posée. L'invitation, l'attente, la photo. Le silence à l'autre bout du fil était lourd d'empathie. Quand j'ai eu fini, la voix de Camille était un baume. Oh, ma tante. Je suis tellement désolée. C'est monstrueux. Elle a marqué une pause, puis a ajouté quelque chose qui a tout changé. Tu sais, maman s'inquiétait toujours pour ça. Elle me disait souvent, ta tante Solange a un cœur trop grand. J'ai peur que Chloé voie sa gentillesse comme une faiblesse, comme une ressource inépuisable. Elle avait raison. Entendre cela a été une validation. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas tout imaginé. La dynamique toxique de ma relation avec ma fille était visible, même pour les autres. Viens à Lyon, a repris Camille avec une énergie nouvelle. S'il te plaît. Prends le premier train demain. On passera le nouvel an ensemble. On ne fera rien de spécial, juste être bien, toutes les deux. Tu le mérites. J'ai accepté sans hésiter. Ce n'était pas une fuite, c'était un mouvement vers l'avant. J'ai passé le reste de mon jour de Noël à explorer le quartier du Marais, seul. J'ai marché sur la place des Vosges, j'ai visité le musée Carnavalet, je me suis offert une pâtisserie chez un grand chocolatier. Je me courtisais moi-même, je redécouvrais le plaisir simple d'être ma propre compagnie. Le lendemain, après un voyage en train apaisant, je suis arrivée à Lyon. L'appartement de Camille, un ancien atelier d'artiste avec de hautes fenêtres donnant sur les toits de la Croix-Rousse, était un joyeux désordre de toiles, de pots de peinture et de livres. C'était un lieu vivant, vibrant, à l'opposé de l'esthétique froide et calculée de l'univers de Chloé. Pendant plusieurs jours, Camille et moi avons vécu à un rythme doux. Nous avons cuisiné ensemble, nous avons marché le long des quais de Saône, nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a écouté sans jamais me juger, validant mes sentiments, partageant ses propres souvenirs de la dynamique familiale. Je me sentais vue, entendue, aimée pour la personne que j'étais, pas pour le chéquier que je représentais. Un après-midi, alors que nous buvions un thé, j'ai pris une autre décision stratégique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Jean-Pierre. Jean-Pierre était le notaire de la famille depuis toujours, mais il était surtout le meilleur ami de mon défunt mari. Un homme sage, droit et d'une loyauté sans faille. Solange. Quelle bonne surprise. J'espère que tu as passé un excellent Noël. Bonjour, Jean-Pierre. J'ai besoin de tes conseils. Et de ton aide. C'est important. Je lui ai exposé la situation, de manière encore plus concise et factuelle qu'avec Camille. Je ne cherchais pas la pitié, je cherchais une stratégie. Je veux me protéger, Jean-Pierre. Légalement. Le silence à l'autre bout du fil n'était pas de l'hésitation, mais de la concentration. Je vois, a-t-il dit finalement, sa voix grave et sérieuse. J'espérais que ce jour n'arriverait jamais, mais je ne suis pas surpris. La première chose à faire, Solange, et ce dès demain, c'est de révoquer la procuration que tu as donnée à Chloé sur tes comptes. C'est la priorité absolue. Ensuite, nous parlerons du reste. J'avais un plan d'action. Un soutien émotionnel solide avec Camille, et un allié stratégique et loyal avec Jean-Pierre. La femme qui était arrivée anéantie à la gare de Lyon n'existait plus. Une nouvelle Solange était en train de naître, plus forte, plus lucide, et prête à se battre pour sa dignité. De retour à Avignon, l'air de ma maison me parut différent. Plus léger. C'était comme si mon absence forcée et les décisions prises à distance avaient déjà commencé à purifier l'atmosphère. Ma voisine,
Madame Dubois, une petite femme vive et à l'œil perçant qui voyait tout depuis sa fenêtre, m'a aperçue alors que je sortais du taxi. Elle a traversé la rue avec une agilité surprenante pour ses 80 ans. Alors, Solange, ce Noël à Paris? J'espère que vous leur avez enfin dit leurs 4 vérités à ces Parisiens. Je lui ai souri, un vrai sourire cette fois. Disons que j'ai pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année, cher ami. Son regard complice me fit comprendre qu'elle savait, sans que j'aie besoin d'en dire plus. Ma première visite ne fut pas pour défaire mes valises, mais pour me rendre chez Jean-Pierre. Son étude, même s'il était officiellement à la retraite, était resté son sanctuaire. Un bureau en acajou sombre, des murs tapissés de livres de droit et l'odeur rassurante du papier ancien. Il m'attendait avec 2 tasses de café et un visage grave. « Assieds-toi, Solange. Raconte-moi tout en détail. » Pendant plus d'1 heure, j'ai parlé. Mais cette fois, ce n'était pas une plainte. C'était un rapport. Jean-Pierre m'écoutait, prenant des notes sur un grand bloc de papier jaune. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment, le regard perdu dans ses pensées. « Bien, dit-il enfin. La première étape, la banque, est cruciale. Mais nous allons faire plus. Tu vas rentrer chez toi et rassembler tous les documents que tu pourras trouver. Relevé de compte, copie de chèque, email, tout ce qui peut prouver les dons et les prêts que tu as fait à Chloé et Adrien ces 15 dernières années. Mais pourquoi, Jean-Pierre? Je ne veux pas leur réclamer cet argent. Je sais, me coupa-t-il doucement. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de construire une forteresse. Écoute-moi bien. Le jour où Chloé réalisera que le robinet est coupé, sa première réaction sera la fureur. La seconde sera probablement de tenter de te faire passer pour une vieille femme sénile, influençable, qui ne sait plus ce qu'elle fait. Il pourrait essayer de demander une mise sous tutelle pour reprendre le contrôle. C'est là que notre dossier interviendra. Il se pencha vers moi, ses yeux brillants d'une intelligence stratégique. Nous n'allons pas leur montrer un relevé de dette. Nous allons montrer à un juge, si nécessaire, un schéma. Un schéma d'exploitation financière systématique et de longue date. Ce dossier ne prouvera pas ta folie, Solange. Il prouvera ta lucidité et les raisons légitimes de tes décisions. C'est notre bouclier. Notre arme nucléaire, si tu préfères. J'étais abasourdi par sa prévoyance. J'avais pensé à me défendre, il pensait déjà à la contre-attaque. Pendant les 2 jours suivants, je me suis plongé dans mes archives. Ce fut une expérience douloureuse et éclairante. Les virements pour l'apport de leur appartement. Le chèque pour payer les dettes de la première start-up de Chloé, celle qui avait fait faillite. Les factures de l'école privée. Les vacances au ski que j'avais offertes. La liste était longue, indécente. Avec l'aide de Jean-Pierre, nous avons tout classé, tout numérisé. Le montant total, une fois calculé, me donna le vertige. Il dépassait de loin la valeur de ma propre maison. J'avais financé leur vie de luxe pendant qu'ils m'offraient des miettes d'attention. Le dossier « bouclier » était prêt. Le lendemain matin, je me suis rendu à ma banque. J'avais rendez-vous avec le directeur de l'agence. Je portais mon tailleur le plus sobre, mes cheveux relevés en un chignon impeccable. Je n'étais pas une victime, j'étais une femme d'affaires venue gérer son patrimoine. D'une voix calme et ferme, j'ai exposé mes demandes. Révocation immédiate de toutes les procurations existantes. Annulation de tous les virements automatiques à destination de Chloé ou Adrien Duval. Mise en place d'alerte pour toute tentative d'opération sur mes comptes. Le directeur, un homme d'une 40aine d'années qui me connaissait depuis des années, était visiblement mal à l'aise. Madame Valois. C'est une décision très soudaine. Êtes-vous certaine? Votre fille? Je l'ai interrompu d'un regard froid. Ma fille est une adulte. Je suis la titulaire de ses comptes. Exécutez mes ordres, s'il vous plaît. Le ton était sans appel. Il a obtempéré, tapant sur son clavier avec une diligence nouvelle. En signant les documents, ma main ne tremblait pas. Je ne ressentais aucune culpabilité. Juste le sentiment glacial et satisfaisant de reprendre le contrôle. En sortant de la banque, le soleil d'hiver d'Avignon me parut plus brillant que jamais.
La contre-attaque silencieuse était lancée. Il ne me restait plus qu'à attendre l'onde de choc. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Une semaine exactement. Le temps qu'un des virements mensuels automatiques que j'effectuais pour aider Chloé avec ses dépenses soit rejeté. Le 5 janvier, en fin d'après-midi, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de ma fille s'affichait sur l'écran. J'ai laissé sonner, le cœur battant, mais pas de peur. D'une sorte d'anticipation froide. L'appel s'est arrêté, et une seconde plus tard, une notification de message vocal est apparue, suivie immédiatement d'un nouvel appel. Cette fois, j'ai décroché, mettant le haut-parleur. Maman. La voix de Chloé n'était pas inquiète. Elle était stridente, au bord de l'hystérie. Bonjour, Chloé. Comment vas-tu? Ai-je répondu d'un ton parfaitement calme, presque détaché. Comment je vais? Comment veux-tu que j'aille? Mon virement n'est pas passé. Le virement pour le loyer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement géré mes comptes, ma chérie. Il n'y a plus de virement automatique. Un silence stupéfait a suivi, puis la fureur a explosé. Plus de virement? Mais tu ne peux pas faire ça. C'est une erreur? Tu as dû te tromper. Va à la banque demain et arrange ça. J'ai des factures à payer, moi. L'arrogance de sa demande était sidérante. Elle ne demandait pas, elle exigeait. J'ai payé assez de factures pour toi et ton mari au fil des ans, tu ne crois pas, ai-je rétorqué, ma voix toujours aussi égale. À partir de maintenant, vous allez devoir payer les vôtres. La banque est fermée, Chloé. Définitivement. Fermée? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de Noël? Sa voix a pris une teinte de mépris. Ne me dis pas que tu fais toute cette histoire pour un stupide malentendu. Un malentendu? Le fait de me laisser attendre 2 heures dans une gare pendant que vous célébriez le réveillon ailleurs, c'est un malentendu? Mais on t'a déjà dit qu'on était désolé, a-t-elle crié, bien qu'elle ne l'ait jamais dit. On t'invite à Paris et voilà comment tu nous remercies. En nous coupant les vivres. C'était trop. L'inversion de la culpabilité, l'audace de se poser en victime. M'inviter? Chloé, ne me fais pas rire. J'ai vu la photo. Votre table était pleine, et votre cœur aussi, apparemment. Assez plein pour ne plus avoir de place pour moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Sur ces mots, j'ai raccroché. Mon cœur martelait ma poitrine. J'avais tenu bon. J'avais dit la vérité. Le téléphone a recommencé à sonner immédiatement. Je l'ai ignoré. 1 heure plus tard, un autre numéro s'est affiché. Adrien. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa stratégie serait différente, plus insidieuse. Solange? C'est Adrien. Sa voix était calme, raisonnable, faussement compatissante. Écoutez, je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Chloé est très impulsive, elle dit les choses sans réfléchir. Elle est dévastée, vous savez. Vraiment, ai-je demandé, mon ton glacial. Oui. Et je pense que vous ne devriez pas prendre de décision que vous pourriez regretter. C'est une dispute de famille, ça arrive. Ne laissez pas la colère vous faire quelque chose d'irréparable. Pensez aux enfants, Solange. Pensez à Léo et Manon. L'argument ultime. Le chantage affectif par le biais de mes petits-enfants. Mais le bouclier que j'avais construit autour de mon cœur était désormais trop épais. C'est précisément parce que je pense à mon avenir, Adrien, et à l'exemple que je veux laisser, que je prends ces décisions. Je veux que mes petits-enfants apprennent que l'amour ne signifie pas l'exploitation, et que le respect se mérite. Il n'y a rien à regretter. La conversation est terminée. Solange, ne faites pas ça. J'ai raccroché. Et sans une seconde d'hésitation, j'ai bloqué son numéro, puis celui de Chloé. Le silence qui a suivi était total. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence plein. Plein de ma propre force, de ma dignité retrouvée. J'avais résisté à la tempête. J'avais tenu le mur. Maintenant, j'attendais leur prochain mouvement, sachant qu'ils ne s'arrêteraient pas là. Mais moi non plus. Les 2 semaines qui suivirent furent d'un calme étrange, presque tendu.
Je savais que ce n'était que le calme avant la prochaine tempête. Chloé et Adrien n'étaient pas du genre à accepter une défaite aussi facilement. Ils devaient se concerter, élaborer une nouvelle stratégie. Pendant ce temps, je renforçais mes propres défenses, non pas matérielles, mais mentales. Je passais du temps avec mes amis, je m'occupais de mon jardin d'hiver, et chaque soir, je parlais au téléphone avec Camille, qui était devenue ma confidente et mon roc. Puis, un samedi matin, alors que je taillais mes rosiers sous un pâle soleil de janvier, j'ai vu une voiture que je ne connaissais que trop bien se garer brusquement devant ma maison. Une grosse berline allemande, noire et brillante. Chloé et Adrien. Ils avaient fait les 800 kilomètres depuis Paris sans prévenir. L'embuscade. Mon premier réflexe a été un frisson de peur, un écho de l'ancienne Solange. Mais il a été immédiatement remplacé par une détermination froide. Ils avaient décidé de porter la bataille sur mon territoire. Très bien. Ils allaient me trouver prête. Je les ai regardés sortir de la voiture. Chloé, dans un manteau de fourrure, probablement faux, mais l'intention était là, le visage fermé et dur. Adrien, l'air faussement contrit, jouant le rôle du mari raisonnable venu calmer le jeu. Ils se sont dirigés vers ma porte d'un pas décidé. Je ne me suis pas précipité pour ouvrir. Au lieu de cela, j'ai rentré mes outils de jardinage, j'ai retiré mes gants, et j'ai fait quelque chose d'imprévu. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma voisine. Madame Dubois ? Solange à l'appareil. Pardon de vous déranger, cher ami, mais auriez-vous 5 minutes pour venir prendre un café ? J'ai une visite, inattendue. J'arrive tout de suite, ma petite Solange. Je sors justement des croissants du four. Sa voix pétillait de malice. Elle avait vu la voiture, j'en étais certaine. Alors que Chloé levait la main pour frapper à la porte avec insistance, je l'ai ouverte. Je me tenais sur le seuil, calme, droite, les mains croisées. Bonjour, ai-je dit, mon ton neutre ne laissant transparaître aucune émotion. Maman, il faut qu'on parle, a attaqué Chloé sans même un bonjour, essayant de me pousser pour entrer. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. C'est ridicule, s'est exclamé Adrien, se plaçant à côté de sa femme. Nous avons fait tout ce chemin. Tu ne vas pas nous laisser sur le pas de la porte. C'est à ce moment précis que Madame Dubois est arrivée, traversant la rue avec son plat de croissants fumants. Solange. Oh, mais quelle surprise. Chloé, Adrien, bonjour, a-t-elle lancé d'une voix forte et claire, s'assurant que tout le voisinage puisse entendre. La présence soudaine de ce témoin inattendu a eu un effet immédiat. Le visage de Chloé s'est figé. Adrien a perdu son assurance. Il ne pouvait plus me crier dessus, ni me forcer la main. Ils étaient pris au piège des conventions sociales. Madame Dubois, quelle bonne surprise, ai-je dit en lui ouvrant grand la porte. Entrez donc, nous allions justement prendre un café. Contraints et forcés, Chloé et Adrien ont dû entrer et s'asseoir dans mon salon, tandis que je servais le café et que Madame Dubois disposait ses croissants. L'atmosphère était électrique. Madame Dubois, avec une fausse naïveté absolument magistrale, a pris la parole. Alors, mes enfants, se réveillons à Paris ? Solange nous a tellement manqué ici, au club de lecture. C'est vraiment dommage que vous ayez été si occupés avec vos amis. Valérie et Marc, c'est bien ça ? Solange nous a montré la jolie photo. Vous aviez l'air de tant vous amuser. Le coup était parfait. Chloé est devenue blême. Adrien regardait ses chaussures. Ils étaient démasqués, non pas par moi, mais par cette petite vieille dame malicieuse qui venait de pulvériser leur version de l'histoire. La conversation qui a suivi fut un simulacre grotesque. Ils ont essayé de parler de la pluie et du beau temps, mais chaque phrase sonnait faux. Après 10 minutes de cette torture, ils se sont levés, prétextant une longue route pour le retour. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte. Madame Dubois était toujours là, un rempart silencieux et souriant. Une fois sur le perron, seule avec moi pour une dernière seconde, Chloé a sifflé entre ses dents. Tu le regretteras. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La seule chose que je vous dois, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que cette porte est maintenant fermée. Ne revenez pas. J'ai refermé la porte sur leur visage défait.
J'ai entendu le moteur de leur voiture démarrer en trombe et s'éloigner. J'étais épuisé, mais je jubilais intérieurement. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas pleuré. J'avais gagné, non pas par la force, mais par l'intelligence et la stratégie. Et avec l'aide inattendue d'une voisine et de quelques croissants chauds. La victoire de l'embuscade déjouée m'a laissé un sentiment de puissance tranquille. J'avais prouvé, à eux mais surtout à moi-même, que je n'étais plus la femme docile et effacée qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Les jours suivants, j'ai finalisé les dernières étapes de ma libération. Le lundi matin, j'avais rendez-vous dans l'étude de Jean-Pierre. Le dossier « bouclier » était posé sur son bureau, mais nous savions tous les deux qu'il ne servirait probablement jamais. C'était une assurance, et sa simple existence avait suffi à me donner la force de tenir tête. Aujourd'hui, il s'agissait de l'avenir. Alors, Solange, tu es prête, m'a-t-il demandé, ses yeux bienveillants fixés sur moi. Plus que jamais, mon ami. Nous avons passé en revue le Nouveau Testament. C'était un document simple, clair et sans ambiguïté. Tous mes biens, ma maison, mes économies, mes investissements, tout serait placé dans une fiducie. À ma mort, l'unique bénéficiaire de cette fiducie serait ma nièce, Camille Valois. Le nom de Chloé Duval, née Valois, n'apparaissait nulle part. Je veux ajouter une clause, ai-je dit. Je veux que Camille soit l'unique exécutrice testamentaire, mais je veux aussi qu'une lettre, écrite de ma main, soit jointe au testament. Pas une lettre légale, une lettre personnelle. C'est tout à fait possible, a confirmé Jean-Pierre. On l'appellera une déclaration d'intention. Elle n'aura pas de valeur juridique, mais elle expliquera tes raisons. C'est souvent une bonne chose pour éviter les contestations futures. De retour chez moi, je me suis installé à mon secrétaire, celui de Louis, face à la fenêtre donnant sur mon jardin. J'ai pris mon plus beau papier à lettres et j'ai commencé à écrire. Pas à Chloé, mais à la postérité, à quiconque lirait ce testament un jour. Je ne voulais pas y mettre de la colère, ni du ressentiment. Juste de la clarté. À qui de droit ? Si vous lisez ces lignes, c'est que ma vie terrestre a pris fin. Les dispositions que vous trouverez dans ce testament ne sont le fruit ni de la colère, ni d'un caprice de vieille femme. Elles sont l'aboutissement d'une longue et douloureuse prise de conscience. J'ai passé une grande partie de ma vie à croire que l'amour inconditionnel signifiait un don de soi inconditionnel. J'ai donné mon temps, mon énergie, et des ressources financières considérables. Je l'ai fait par amour, mais j'ai appris tardivement que l'amour sans respect n'est qu'une illusion. La présence sans attention n'est pas une famille. Ce testament n'est pas une punition. C'est un acte final d'honnêteté. C'est la reconnaissance de la seule personne qui, dans les dernières années de ma vie, m'a offert son affection de manière désintéressée, qui m'a vue comme une personne et non comme une ressource. J'ai choisi de laisser mon héritage matériel à celle qui m'a déjà donné le plus précieux des héritages, le sentiment d'exister pour ce que je suis. Que chacun trouve la paix dans ses propres choix. J'ai trouvé la mienne en faisant celui-ci. Solange Valois. J'ai signé, le cœur en paix. Le lendemain, j'ai déposé la lettre scellée chez Jean-Pierre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une dernière communication de ma fille. Pas un appel, pas un message. Une lettre, envoyée par un avocat. Une mise en demeure froide et formelle, me menaçant de poursuites si je ne rétablissais pas la situation financière antérieure, et si je ne consentais pas à une évaluation psychologique. C'était leur dernière carte. La menace, l'intimidation. Je l'ai lue sans émotion. Puis, au lieu de la jeter au feu, j'ai décidé de répondre. Pas par l'intermédiaire de Jean-Pierre. Directement. J'ai pris une carte postale de ma ville, Avignon, avec une belle photo du pont Saint-Bénézet. Au dos, j'ai écrit quelques mots. Chère Chloé. J'ai bien reçu la lettre de ton avocat. N'hésitez pas à poursuivre. Mon ami, maître Jean-Pierre Lemoine, se fera un plaisir de présenter au juge le dossier détaillant les quelques 487 000 € que je vous ai versés ces 15 dernières années. Je suis certaine que cela constituera une évaluation psychologique très intéressante de notre relation. Je te souhaite bonne chance dans la vie que tu as choisie. Maman. J'ai posté la carte. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de leur avocat. Puis, j'ai fait une dernière chose. J'ai pris une petite boîte.
J'y ai placé une copie de la carte postale, la photo de la fête de Noël imprimée, et une facture symbolique que j'ai rédigée moi-même sur un bout de papier, facture pour service rendu en tant que portefeuille familial. Montant, 1 euro. Solde tout compte. J'ai envoyé cette petite boîte par la poste à Chloé. Un dernier acte, non de méchanceté, mais d'une ironie tranchante et libératrice. J'étais enfin, et complètement, libre. Le printemps est revenu sur Avignon. Il a ramené avec lui la lumière douce sur les remparts et l'odeur des glycines en fleurs. Pour moi, il a ramené bien plus que cela. Il a ramené la vie. Libérée du poids de l'attente et de la déception, je me suis sentie renaître. Je me suis inscrite à ce cours de poterie dont je rêvais depuis des années. Mes mains, qui avaient passé tant de temps à signer des chèques, apprenaient maintenant à façonner l'argile, à créer de la beauté à partir de la terre. J'ai repris contact avec de vieux amis que j'avais négligés, trop occupés à être la mère de permanence pour ma fille lointaine. Nous nous retrouvions pour des déjeuners qui s'étiraient, des promenades le long du Rhône, des conversations où l'on riait de nos souvenirs et de nos petits mots de vieillesse. Un jour, j'ai reçu un appel de ma cousine Geneviève, celle qui savait toujours tout sur tout le monde. Sa voix était pleine d'une pitié feinte. « Ma pauvre Solange, tu sais la nouvelle ? Chloé et Adrien ont vendu leur appartement à Paris. Il paraît qu'ils ont dû déménager en grande banlieue, dans quelque chose de beaucoup plus petit. Chloé raconte à tout le monde que sa mère est devenue folle et l'a déshéritée sans raison. C'est terrible, cette histoire. J'ai écouté son récit sans ciller. Il y a 1 an, une telle nouvelle m'aurait dévastée de culpabilité. Aujourd'hui, je n'ai ressenti rien. Pas de joie mauvaise, pas de tristesse. Juste une distance paisible. Leur vie ne m'appartenait plus. Leurs problèmes n'étaient plus les miens. Chacun récolte ce qu'il sème, ma chère Geneviève, ai-je simplement répondu. Et comment vont tes petits-enfants ? J'ai changé de sujet, et elle a compris que la porte était fermée. L'été est arrivé, et avec lui, Camille est venue passer un mois entier à la maison. Ce ne fut pas un séjour pour me consoler, mais pour célébrer. Nous avons exploré les villages perchés du Luberon, nous avons visité des expositions d'art, nous avons passé des soirées sur la terrasse à refaire le monde en sirotant du rosé frais. Elle a rempli ma maison de ses rires et de sa créativité. Un soir, elle m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. « Tu sais, ma tante, tu es mon modèle. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa propre dignité. » Ces mots valaient plus que tout l'or que j'avais donné à Chloé. La scène finale de cette histoire n'est pas dramatique. Elle est d'une simplicité lumineuse. C'est un après-midi d'automne. Je suis assise dans mon jardin, dans un fauteuil confortable, un livre posé sur mes genoux. Le soleil est doux. Une lettre de Jean-Pierre est arrivée ce matin. Il a pris sa retraite pour de bon et m'envoie une carte postale de son voyage en Italie. Au dos, il a écrit « Ton mari aurait été si fier de toi, Solange. Tu as honoré sa mémoire en honorant ta propre valeur. » Un petit sourire se dessine sur mes lèvres. Je lève les yeux de mon livre et je regarde mon jardin, les dernières roses qui s'accrochent courageusement à leurs branches. Je ne suis plus en attente. Je ne suis plus une option. Je suis simplement là, présente à ma propre vie. Et si vous qui écoutez cette histoire, vous vous êtes déjà senti invisible, oublié, ou considéré comme indu, laissez-moi vous dire ceci. Votre valeur ne se mesure pas à l'attention qu'on vous porte, mais au respect que vous vous accordez. N'attendez pas qu'on vous invite à la table. Construisez la vôtre. Garnissez-la de tout ce qui vous nourrit l'âme. Et si, parfois, vous devez y dîner seul, savourez-le. Votre propre compagnie est un festin qui n'a pas de prix. La paix, la vraie, n'est pas un cadeau qu'on reçoit. C'est un territoire qu'on conquiert.